Bonjour, on arrive au deuxième chapitre dans lequel on va voir la lithostratigraphie et la biostratigraphie. Lorsqu'un géologue se trouve en face d'un affleurement observable, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il doit décrire les différentes couches qu'il découvre, c'est-à-dire mesurer leurs caractéristiques, épaisseur, les directions, les pondages, et après les échantillonner, donc de prendre des échantillons pour compléter les études au laboratoire. Et à partir de ces observations, elle établit une colonne stratigraphique ou bien un log stratigraphique dans lequel toutes les couches rencontrées sur le terrain, elles sont représentées avec bien sûr leurs épaisseurs et aussi leur lithologie. Donc toutes ces couches, elles sont remises à l'horizontale en gardant leurs épaisseurs et aussi leur nature. On a ici un exemple de transformation d'une coupe de terrain en log ou bien en une colonne stratigraphique. L'exemple qu'on a ici, c'est la scierie cénomano-turonienne du bassin d'Agadir. Et toutes ces couches rencontrées ici sur la scierie, elles sont représentées dans ce log lithostratigraphique. Bien sûr, on a dit tout en gardant leurs épaisseurs, c'est-à-dire les épaisseurs des couches, et aussi la nature de ces couches. La démarche, elle consiste à quoi? Premièrement, à décrire le contenu lithologique des couches, décrire la nature lithologique des couches. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'une couche marneuse, d'une couche calcaire ou bien d'une couche graiseuse? Voilà, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? C'est la lithostratigraphie. La lithostratigraphie. C'est-à-dire l'étude des dépôts, bien des empilements sédimentaires d'un point de vue géométrique et pétrographique. Je m'intéresse à la géométrie, c'est-à-dire des dépôts, et à la pétrographie, à la nature de ces dépôts. Aussi, je décris le contenu en fossiles de ces couches. Et dans ce cas, qu'est-ce que je fais? C'est la biostratigraphie. Je m'intéresse au contenu en fossiles de ces couches. Et bien sûr, dans ce cas, la biostratigraphie, elle est basée sur le principe d'irréversibilité du mécanisme d'évolution des espèces au cours des temps géologiques. Lorsque je fais la biostratigraphie, je me base surtout sur le principe d'irréversibilité de l'évolution des espèces. Ça veut dire que l'évolution des espèces, c'est un mécanisme ou bien c'est un phénomène qui est continu dans le temps. Et elle est irréversible. Ça veut dire, lorsqu'on a une évolution d'une espèce vers une autre espèce, tout simplement, on a ici quoi? La disparition de la première espèce et l'apparition de la deuxième espèce. Et ce phénomène, il est irréversible. Ça veut dire on ne peut pas reculer vers l'arrière. On a toujours évolution qui est continue dans le temps.
Et voilà, donc la biostratigraphie, elle utilise la paléontologie pour déterminer la chronologie relative des couches. On fait la chronologie relative des couches en se basant sur les fossiles. Aussi, la démarche, toujours, elle consiste à définir les intervalles de temps. Donc, je dois déterminer ou bien définir des intervalles de temps dans cet empilement de dipôts. Dans ce cas, je fais la chronostratigraphie. La chronostratigraphie. Je découpe ma série en intervalles de temps. Donc ici, je fais la chronostratigraphie. Et bien sûr, toute cette démarche, elle doit respecter les principes de stratigraphie qu'on a vus dans la première séance. Donc on va détailler la lithostratigraphie. La lithostratigraphie, comme on vient de voir, c'est la description du contenu lithologique des couches. On décrit la nature lithologique des couches. La lithostratigraphie, elle décrit les sédiments dans leur composition et leur individualisation en unités lithostratigraphiques et leurs relations géométriques. On s'intéresse à la géométrie des dépôts et aussi à la nature lithologique. Et bien sûr, la série, elle doit être découpée en unités lithostratigraphiques, les unités lithostratigraphiques. Et ces unités qui sont fondées sur la nature des terrains, indépendamment de leur contenu en fossiles. On s'intéresse juste à la nature lithostratigraphique et pas au contenu en fossiles. Donc la plus petite unité, c'est la couche. La plus petite unité lithostratigraphique, c'est la couche, ou bien la strate. Et on a plusieurs couches constituent un membre. Donc plusieurs couches constituent un membre. Et plusieurs membres, elles forment une formation. Et plusieurs formations constituent un groupe. Voilà. Donc on a ici, ce sont des unités lithostratigraphiques depuis la plus petite unité jusqu'à la plus grande unité lithostratigraphique. Couche, membre, formation, groupe. Mais l'unité de formation, la formation, c'est l'unité de base de la lithostratigraphie. C'est l'unité de base. La couche est la plus petite unité, mais la formation, c'est l'unité de base. Et c'est l'unité stratigraphique fondamentale pour décrire et interpréter la géologie d'une région. Lorsque je veux faire, par exemple, une étude géologique d'une région, donc l'unité de base à laquelle je m'intéresse, c'est la formation. C'est la formation. Et c'est un paramètre cartographiable. Donc généralement, ce que vous trouvez sur les cartes géologiques, c'est les formations. C'est les formations qui sont représentées sur la carte géologique. Les formations, elles ont des limites non isochrones. Non isochrones, c'est le contraire de isochrone. Isochrone, ça veut dire que non isochrone, les limites sont non isochrones, ça veut dire que ces limites,
ils ne sont pas déposés en même temps. Hein, ils ne sont pas déposés en même temps. Pourquoi on a ces limites, ou bien pourquoi ces limites ils sont non isochrones? Tout simplement parce que on ne retrouve pas tous les membres partout pareil. Par exemple, je peux trouver par exemple une formation qui est formée par exemple, 3 membres dans un endroit, et lorsque je suis cette formation dans un autre endroit qui est un peu éloigné, je peux trouver que cette formation elle est constituée juste par 2 membres. La formation constituée par 2 membres dans un endroit et de 3 membres dans un autre endroit. Hein? C'est pour cela, généralement, les limites des formations elles sont non isochrones. Et voilà, donc, la puissance de ces formations, elle est variable. Ça varie. L'épaisseur de la formation, elle varie hein, d'un endroit à l'autre. Et surtout, lorsque ces 2 endroits ils sont éloignés. Souvent figurés sur les cartes géologiques. Voilà, on vient de le dire. La formation, c'est un paramètre cartographiable. Donc, c'est généralement ce qu'on trouve représenté sur les cartes géologiques. Et aussi, la reconnaissance internationale de la formation. Lorsqu'on décrit une formation dans un endroit, et généralement la formation elle prend le nom de l'endroit, de la localité où il a été bien étudié, cette formation, elle est, après bien sûr les publications, elle est reconnue partout dans le monde. Ok, on va voir un exemple. Voilà. Donc, dans cet exemple, on a la Syrie. On a ici, c'est la Syrie cénomano-turonienne de la région de Tinrir. Voilà le log stratigraphique. Hein, ou bien la Syrie cénomano-turonienne qui est découpée en 3 formations. La première, c'est la formation F1. La deuxième, c'est la formation Aufus. Et la troisième, c'est la formation Aqrabu. Ok? Donc la formation F1, elle est généralement gréseuse, formée par des grès. La formation Aufus, donc elle est formée par des alternances d'argile rouge et de marne verte et aussi des gypses. Et la série totale, elle est coiffée par la formation Aqrabu qui est cette dalle calcaire. Donc, lorsque je parle de la formation Aufus, Aqrabu et F1, partout dans le monde, hein, elles sont reconnues comme des formations de la Syrie cénomano-turonienne dans le bassin des Rachidia Boudnib Erfoud. Hein? Donc partout dans le monde, lorsque vous parlez de ces formations, elles sont reconnues comme des formations de la Syrie cénomano-turonienne du bassin des Rachidia, du grand bassin de Rachidia Boudnib Erfoud. Donc c'est la reconnaissance internationale. Notion de faciès, séquence et discontinuité sédimentaire. Un faciès. Un faciès correspond à l'ensemble des caractères lithologiques, paléontologiques, sédimentologiques d'un dépôt.
Léthologique, caractère léthologique, ça veut dire la léthologie. Donc c'est la nature léthologique. On s'intéresse à la léthologie des couches. Paléontologique, ça veut dire le contenu fossilifère. Et sédimentologique, donc tout simplement le milieu de dépôt de ce faciès. Exemple, on dit un faciès gréseux, un faciès calcaire, un faciès argileux. Donc ici on parle de la lithologie. Faciès de marne ammonite. Vous voyez là? Donc on a la lithologie et aussi le contenu fossilifère. Faciès récifal. Donc c'est un faciès qui se dépose dans un milieu récifal. Faciès profond. C'est un faciès qui se dépose dans un milieu profond. Chaque milieu de dépôt laisse une empreinte spécifique et distincte sur le sédiment. Donc, chaque sédiment, il garde toujours des traces ou bien des empreintes du milieu de son dépôt. Donc, du milieu de son dépôt. Donc, un faciès, c'est un type de roche qui témoigne d'un certain environnement de dépôt. Chaque faciès, elle témoigne d'un certain environnement de dépôt. Voilà, c'est l'exemple ici sur l'illustration qui représente une plateforme. Donc, sur cette plateforme, on a dans chaque environnement, ou bien dans chaque milieu de cette plateforme, on a un faciès spécifique. Dans un milieu peu profond, on trouve généralement des sables. Et dans un milieu moyennement profond, on trouve généralement des argiles. Et dans un milieu plus profond, on trouve des calcaires. Donc chaque milieu est là un faciès spécifique. Et ces faciès, bien sûr, elles varient horizontalement. Elles varient horizontalement. Regardez, si on passe d'un faciès gréseux, ou bien sableux, vers un faciès argileux, vers un faciès calcaire. Donc on a un changement latéral de faciès. Et ces faciès qui varient horizontalement, aussi, elles varient verticalement. Donc, on a ici une variation latérale de faciès, mais cette variation, on la voit aussi on la voit verticalement. Mais regardez ici, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, la succession de faciès qu'on voit latéralement, c'est la même qu'on retrouve ici, verticalement. La succession qu'on voit latéralement, c'est la même qu'on retrouve verticalement. Tout simplement, c'est la loi de Walter. La loi de Walter. Qu'est-ce qu'il dit, cette loi? Tout simplement, on ne peut observer sur une même verticale que des faciès que l'on voit latéralement. Donc la succession de faciès qu'on retrouve ou bien qu'on voit verticalement, c'est la même qu'on voit latéralement. Voilà, ça c'est le principe, ou bien c'est la loi de Walter. Séquence, notion de séquence. Les faciès s'ordonnent en séquence. Les faciès s'organisent en séquence. Donc une séquence, c'est quoi? C'est une succession dans un ordre reconnaissable
dont la succession dans le temps peut faire apparaître une rythmicité. C'est une succession dans un ordre reconnaissable de faciès. C'est une succession de faciès dans un ordre reconnaissable. Et dont cette succession dans le temps peut faire apparaître une rythmicité. Ainsi, on peut avoir une série rythmique. Une série rythmique, c'est quoi? Tout simplement, c'est une répétition régulière des séquences. Regardez ici, la série, elle est constituée de 2 séquences. Et c'est la même séquence qui se répète. Donc, il commence par la séquence formée par 3 couches, A, B et C. Et c'est la même séquence qui va se répéter. Donc, on parle d'une série rythmique. Ou bien d'une série arythmique. Arythmique, il s'agit d'une répétition désordonnée des séquences. Donc, la séquence, la première séquence, elle diffère de la deuxième séquence. Ou bien d'une série cyclique. Cyclique, c'est quoi? C'est une suite régulière de cycles. La série, il commence par la séquence formée par A, B et C. Et la deuxième séquence, c'est l'inverse de la première. C'est l'inverse de la première. Et on parle ici d'une série cyclique. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Ici, on a une série sédimentaire. Une série sédimentaire. Et si vous regardez là, on a une répétition d'une séquence. Une séquence qui est formée d'un banc de calcaire et d'un intervalle argileux. Et c'est cette séquence qui se répète. Banc calcaire, intervalle argile. Banc calcaire, intervalle argileux. Donc, elle est due à quoi? Cette répétition de séquences. Il faut garder toujours dans la tête, on a dit que chaque faciès, elle témoigne d'un certain environnement de dépôt. Chaque faciès témoigne d'un certain environnement de dépôt. Donc, cette répétition, elle est due à quoi? Voilà, donc la répétition des séquences marne et calcaire, elle est due à une variation périodique du niveau de la mer. Donc, le niveau de la mer, il varie. Et si le niveau de la mer, il varie, c'est le phénomène de statisme qu'on va détailler après. Donc, la variation du niveau de la mer, elle va influencer sur quoi? Elle va influencer sur le milieu de dépôt. Donc, si on a par exemple une diminution du niveau marin, le milieu qui était plus profond, elle va devenir un milieu moyennement profond. Et un milieu moyennement profond, elle va devenir un milieu peu profond. Donc, la diminution du niveau marin, elle va influencer sur le milieu de dépôt. Et le contraire, si on a une élévation du niveau marin, le milieu qui était peu profond, elle va devenir moyennement profond. Et le milieu moyennement profond, elle va devenir un milieu plus profond. Donc, la variation de niveau marin, elle influence sur le milieu de dépôt. Et si on a une variation du milieu de dépôt, automatiquement, on aura une influence sur la nature de faciès, parce que chaque milieu, il a un faciès spécifique. Voilà, donc cette répétition de séquences, elle est due aux variations périodiques. Donc, on a ici une variation périodique. Périodique ou bien cyclique. Et cette variation,
donc il va influencer sur le milieu de dépôt. Donc ici, on a un changement de milieu de dépôt. Discontinuité sédimentaire. Deux couches sédimentaires en continuité géométrique et une interface parallèle sont concordantes. Donc si on a deux couches sédimentaires qui sont en continuité géométrique et ils ont le contact, c'est-à-dire le contact entre ces deux couches qui est parallèle, on dit que ces deux couches ils sont concordantes ou bien en concordance. Mais s'il existe entre ces deux couches une limite qui exprime une interruption dans la sédimentation pendant un intervalle de temps, elles sont en discordance. Ça veut dire que si il existe entre ces deux couches sédimentaires une limite qui exprime un arrêt de sédimentation pendant un intervalle de temps, on dit que ces deux couches sont discordantes. Voilà sur l'illustration. On a deux séries sédimentaires dans deux endroits différents. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Donc on a la partie inférieure de cette série, ou bien ces couches, les couches sédimentaires qui forment la partie inférieure de cette série, correspondent aux couches qui forment la partie inférieure de la deuxième série. Tout simplement en appliquant le principe d'identité paléontologique. Si vous voyez là, donc le contenu en fossiles stratigraphiques de ces couches, c'est le même avec le contenu de ces couches. Donc, on a dit ces couches, ils forment la continuité ou bien ils ont le même âge que ces couches. La même chose pour les deux couches du sommet. Ces deux couches du sommet de cette série, elles ont le même contenu en fossiles stratigraphiques que ces deux couches de la deuxième série. Donc, ces deux couches avec ces deux couches, elles ont le même âge. Donc, ces deux couches, elles correspondent à ces deux couches. Mais, dans cette série, on remarque qu'on a ici un manque de couches. On a un manque de couches de ces quatre couches du milieu. Tout simplement, on dit qu'on a ici une discordance sédimentaire. Donc, on a dit discordance, c'est quoi? Donc, si on veut l'expliquer en termes du temps, c'est quoi? Tout simplement, c'est cette surface irrégulière correspond au temps nécessaire pour le dépôt de ces quatre couches. Donc, si vous voyez là, dans cette série, la série, elle est continue. Et le temps, toujours, il est continu aussi. Mais là, on a un arrêt de sédimentation, mais le temps, il est continu. C'est pour cela qu'on a ici un arrêt d'enregistrement. On a un manque d'information ici. On a un manque d'information. Et ce manque d'information, il est dû soit à l'arrêt de la sédimentation, ça veut dire qu'on arrive ici, on a la cessation ou bien l'arrêt de la sédimentation. C'est la première hypothèse. Mais la deuxième, c'est que peut-être on a ici le dépôt de ces quatre couches, mais après le dépôt, on a l'érosion. Donc après le dépôt de ces couches, elles se sont érodées. Après, on a le dépôt de ces deux dernières couches dans les deux endroits.
Donc, on a ici quoi? Un arrêt d'enregistrement. Donc, on n'a pas d'information ici. Donc, il s'agit d'une discordance sédimentaire. Donc, à certains endroits, dans une série sédimentaire, l'information est absente. Et cette absence d'information, elle est due soit que les roches, ou bien les dépôts, sont disparus suite à l'érosion, donc ils se sont déposés, après ils se sont érodés. Soit que la sédimentation s'est interrompue, soit on n'a pas de dépôt de ces couches. Donc, deux hypothèses. Soit on n'a pas de dépôt carrément, soit on a le dépôt, mais après, on a l'érosion de ces couches. Donc, pour nous, c'est un manque d'information. Et ces manques d'information, ils correspondent à des intervalles de temps. Vous voyez là, dans la succession des événements géologiques. C'est vrai, on a un manque d'information. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est juste une surface irrégulière entre les couches. Mais si on veut expliquer cette surface en termes du temps, c'est quoi? C'est le temps nécessaire pour la formation de cette surface. On va l'expliquer davantage. Donc, l'intervalle de temps peut être restreint. Donc, l'intervalle de temps nécessaire pour la formation de cette discordance, il peut être restreint et ne toucher qu'une localité. On parle dans ce cas des lacunes sédimentaires, des lacunes. Ou bien, peut être de longue durée et s'étendre à toute une région. Hein? Dans ce cas, on parle des discordances sédimentaires. Voilà. Regardez sur cette illustration. On a ici une série sédimentaire, mais à l'intérieur, on a deux discordances, deux surfaces irrégulières d'érosion à l'intérieur de la série sédimentaire. Ça, c'est les dépôts. C'est ce qu'on voit sur le terrain. Mais on a dit, si on veut expliquer cette série en termes du temps, ça, on a ici l'échelle du temps, c'est, par exemple, on a commencé le dépôt ici à un instant, ou bien à un temps T1. T1 ici. Et ici, c'est T2. Donc, l'intervalle du temps entre T2 et T1, ici, c'est quoi? C'est le temps nécessaire pour le dépôt de cette partie inférieure de la série. Puis, on a une surface ici. Mais en termes de temps, c'est l'équivalent, c'est l'intervalle de temps nécessaire pour la formation ou bien la mise en place de cette surface. C'est depuis le T1 ici jusqu'à T2. Vous voyez? Juste une surface irrégulière, mais en termes de temps, donc c'est tout un intervalle de temps. Hein? C'est tout un intervalle de temps nécessaire pour la mise en place de cette discordance. Et on parle de hiatus. Hiatus, c'est l'intervalle de temps nécessaire pour la mise en place d'une discordance sédimentaire. Puis là, on a ici T2. Si c'est T3, après, à partir de T3 jusqu'à T4, c'est le temps nécessaire pour la mise en place de la partie médiane de la série. Puis on arrive à la deuxième discordance. Le temps nécessaire pour la mise en place de cette discordance, c'est tout cet intervalle de temps. Après cet intervalle de temps, c'est le temps nécessaire pour la mise en place de la partie supérieure de la série. Vous voyez là? On a ici quoi? On a un arrêt de sédimentation, mais le temps, il est continu. La même chose ici. On a un arrêt de sédimentation,
je dis arrêt de sédimentation, mais ça peut être aussi, au début, on a un dépôt ici, puis il s'est érodé après, ou bien avant le dépôt de la partie supérieure de la scierie. Vous voyez là? Donc ça, on essaye de faire la correspondance entre ce qui est scierie sédimentaire et le temps. Le temps, on peut avoir un arrêt de sédimentation, mais le temps, il ne s'arrête pas. Voilà. Donc, une discordance sédimentaire, une discontinuité sédimentaire, elle peut se présenter sous deux formes. La discordance de ravinement, ou bien d'érosion, on parle de discordance de ravinement, ou bien discordance d'érosion. Elle est représentée par une surface irrégulière d'érosion entre des strates parallèles. C'est une surface irrégulière entre des strates, entre des couches qui sont parallèles. Et cette surface, elle exprime la cessation de la sédimentation plus leur ravinement, leur érosion, mais sans déformation. Donc la discordance de ravinement, c'est une surface irrégulière d'érosion entre les strates parallèles. Et ces strates, ils ne sont pas déformés. Ils gardent leur disposition originelle. Mais pour la discordance angulaire, elle est représentée par une surface d'érosion, une surface irrégulière d'érosion, recoupant d'anciennes séquences déformées. Si vous voulez, la discordance angulaire avec la discordance d'érosion, c'est la même chose. C'est la même chose. Sauf que pour la discordance de ravinement ou bien d'érosion, on n'a pas de déformation des couches. Les couches, elles gardent leur disposition originelle, il n'y a pas de déformation. Par contre, pour la discordance angulaire, les scieries ou bien les couches sédimentaires, elles sont déformées. On va expliquer ça par des illustrations. Regardez ici. Donc, dans ce cas, on a ici une discordance de ravinement ou bien une discordance d'érosion. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des roches plutoniques, c'est des granites. Et ici, une surface irrégulière d'érosion. On a l'érosion de ces roches granitiques. Puis après, on a le dépôt de ces couches récentes, plus récentes. Regardez, elles sont horizontales, qui viennent se déposer sur cette limite, cette surface irrégulière. On a ici une surface d'érosion. Et ce qui montre aussi qu'il s'agit d'une surface d'érosion, regardez ces morceaux de roche qui sont enlevés à partir du socle, qui sont remobilisés ici dans ces couches récentes. Et pour la discordance angulaire, regardez, on a dit, on a une déformation. On a ici un plissement de ces séries qui se sont déposées. Au début, elles se déposent horizontalement, le principe d'horizontalité. Après, elles se sont déformées, plissées. Puis, on a l'érosion de la tête de ce pli. Après, on a le dépôt de nouvelles couches qui sont horizontales. Regardez le contact entre ces nouvelles couches et les anciennes couches. Les anciennes couches, elles sont déformées, elles sont inclinées. Et les nouvelles couches, elles sont horizontales. Et le contact, donc on a ici un angle entre
ces couches. C'est pour cela qu'on parle d'une discordance angulaire. On parle d'une discordance angulaire. Donc, pour former une discordance angulaire, il nous faut une déformation des séries, déformation des séries anciennes, puis érosion, puis le dépôt de nouvelles couches et le contact entre les nouvelles couches et les anciennes couches. Donc, c'est une discordance angulaire. Sur la bibliographie, vous pouvez trouver, par exemple, des expressions comme discordance simple, discordance majeure. C'est quoi la différence? Tout simplement, on parle d'une discordance simple, discordance de ravinement simple, discordance d'érosion ou bien de ravinement simple. Tout simplement, c'est une surface régulière d'érosion entre les séries sédimentaires, entre les couches sédimentaires, dont la différence d'âge n'est pas très grande. Il n'y a pas une grande différence d'âge entre ces séries. On parle ici d'une discordance simple ou bien discordance de ravinement simple. Et pour la discordance majeure, on parle d'une discordance majeure lorsqu'on a un contact, une surface d'érosion, une surface irrégulière d'érosion entre un socle très ancien et les séries sédimentaires qui sont généralement plus récentes. Donc, on a ici une grande différence d'âge. Là, c'est un socle très ancien et là, ce sont des séries qui sont plus récentes. On parle d'une discordance de ravinement majeur. Ou bien une discordance majeure. Et une discordance angulaire, généralement, c'est une discordance majeure. Une discordance angulaire majeure. Parce que on a une grande différence d'âge, c'est le temps, c'est-à-dire de déformer ces séries anciennes après le dépôt de ces couches qui sont plus récentes. Le contact ici, c'est une discordance angulaire tout simplement, ou bien une discordance majeure, angulaire majeure. Des exemples, on a ici un socle granitique sur lequel se dépose une série sédimentaire, une série calcaire. Voilà, donc c'est une discordance de ravinement. Une discordance de ravinement, on peut dire une discordance de ravinement majeur, parce que la différence entre la différence d'âge entre le socle granitique et les séries sédimentaires, donc une grande différence. La même chose ici, on a les ébolies quaternaires sur une série sédimentaire. Il s'agit ici d'une discordance de ravinement, d'érosion. Attention ici, ce que vous voyez ici incliné, c'est la stratification à l'intérieur de la couche. La couche, il n'est pas déformée. Ce que vous voyez ici incliné, c'est la stratification ou bien le litage à l'intérieur de la couche. Donc on parle d'une discordance angulaire, une discordance de ravinement. Un autre exemple ici, vous voyez des couches qui sont horizontales, qui se déposent sur des séries qui sont subverticales. Donc, c'est une discordance angulaire. C'est une discordance angulaire. La même chose ici, des couches qui sont horizontales sur des couches qui sont inclinées. Donc, le contact ici, c'est une discordance angulaire. Un autre exemple, des couches horizontales sur des couches qui sont
plissées, qui sont déformées. Le contact entre ces deux séries, il s'agit d'une discordance angulaire. La même chose ici, on a une discordance angulaire. Si vous voyez là, par exemple, si je prends cette couche, je la suis, puis elle s'arrête ici, mais je la retrouve dans l'autre côté. Donc celle-là, c'est la continuité de celle-là. Au début, c'était comme ça. Mais après la déformation, après le plissement de cette série, on a l'érosion de la tête du pli. Puis, le dépôt de ces couches qui sont horizontales. Donc, il s'agit ici d'une discordance angulaire. Toujours la même chose. Couche horizontale sur les couches inclinées. Il s'agit ici d'une discordance angulaire. Un autre exemple. Les séries qui sont déformées. Et là, les couches horizontales, il s'agit d'une discordance angulaire, mais artificielle. Avec cet exemple, on termine la deuxième séance. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.